relis, je pleure. Merci d'être avec nous. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs. Jean Lassalle, pendant la pause, évidemment, voilà, on profite de vos propos, parfois un peu originaux. Et vous rappelez justement, vous parliez de ce livre, Un berger à l'Élysée, puis également le film, ce soir, en salle, un film de cinéma, eh oui, sur la campagne présidentielle de Jean Lassalle, qui s'intitule Un berger et deux perchés à l'Élysée. Deux perchés. Qui sont les deux perchés? Ce sont invités. C'est Pierre Carl et Philippe Lespinasse. Ah, d'accord. Ceux qui ont fait. Ah, ceux qui commençaient à me filmer. Très, très bien. La précision était bienvenue. À vos côtés, il y a toujours François de Closet, qui est journaliste et essayiste. Et on accueille avec plaisir Priscilla Ludowski. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On rappelle aux téléspectateurs que Priscilla Ludowski a été à l'origine de la fameuse pétition qui a rassemblé énormément de monde contre justement la hausse des taxes. Depuis, elle a écrit, on va le voir ce matin avec d'autres personnalités, une lettre ouverte à Emmanuel Macron, justement pour que ce grand débat national dont nous parlons depuis tout à l'heure ne soit pas un échec. Ça va vous intéresser, Sarah El-Haïry, qui est députée et porte-parole du MoDem, qui fait partie de la majorité. À vos côtés, c'est Barbara Lefebvre, bonsoir à vous, bonsoir. Qui intervient souvent dans cette émission, qui est professeure d'histoire-géographie et également auteur et essayiste, et Arnaud Benedetti, qui nous fait l'amitié, qui fera l'amitié de plus en plus souvent, on l'espère, d'être là avec nous pour décrypter la politique et évidemment ce qui va avec aujourd'hui, la communication. Alors comment éviter l'échec du grand débat? Vous voyez ce titre, ça passe ou ça casse. Un collectif mêlant des militants de la démocratie participative. Regardez, c'est dans le Parisien ce matin. Des écologistes, des élus, des gilets jaunes avancent des propositions. Il y a la création d'un observatoire indépendant et transparent dont les membres ne seront pas nommés par l'État, comme c'est le cas des 5 garants du grand débat. Ensuite, et c'est leur principale revendication, il y a la mise sur pied d'une assemblée citoyenne de quelques centaines de membres qui seraient tirés au sort, comme d'ailleurs on peut le dire, l'Irlande avait expérimenté pour la très délicate réforme du mariage pour tous. Priscilla Ludowski, vous êtes à l'origine avec d'autres de ces propositions. Pourquoi vous les faites? Vous pensez que pour le moment le grand débat part sur de mauvaises bases selon vous? Moi, j'ai été invitée à participer à cette initiative-là, que je trouve très bien, parce qu'effectivement, je trouve que tout ce qui tourne autour de l'organisation du débat est un peu flou. Je pense qu'on a dû suivre la Commission nationale du débat public qui nous avait contactés, puis qui a annulé, et qui nous avait contactés pour parler des modalités d'organisation à 5 jours de la date annoncée pour le début du grand débat. Et voilà, tout ça, ça démontre que ça a été organisé dans une précipitation, ce qui inspire pas du tout confiance, et que effectivement, on ne sait pas trop comment seront restitués les résultats, s'ils seront accessibles à tous. Voilà, moi, tout ce qui tourne autour du débat me paraît très flou. C'est-à-dire, ce qui vous paraît flou, c'est l'indépendance d'un côté et la neutralité de l'autre, parce que ce sont deux sujets, l'indépendance, c'est-à-dire finalement qui chapeaute tout ça, et la neutralité qui, à la fin, va aussi récolter toutes ces doléances. Exactement. Sarah El-Haïry, est-ce que vous avez des réponses précises à ce sujet? Peut-être pas et de manière exhaustive, mais quelques éléments complémentaires. Concernant l'indépendance, il y a effectivement ces 5 garants, mais ces 5 garants ne sont pas nommés par l'État, puisque chaque chambre institutionnelle, chaque chambre de démocratie représentative a pu proposer son garant. L'Assemblée nationale, le Sénat qui est d'une autre couleur politique, le CESE, pas le Césaire du coup, la Chambre économique, sociale et environnementale, ce qui apporte une indépendance, une unité. Les partis politiques ont également été invités à envoyer un représentant pour regarder, chapeauter, vérifier. Et puis, par contre, ce qui est le plus important, c'est ce que vous dites sur est-ce que les informations vont être accessibles à tous? Eh bien, en toute transparence. En toute transparence. Eh bien, c'est hyper important. Et oui, et donc essentiel. Eh bien oui, ça le sera. Ça le sera parce qu'il y a un moment, il va y avoir ce tirage au sort. Vous l'espérez? Oui, en tout cas, je l'espère et je militerai pour. Et normalement, ça sera le cas pour une raison toute simple. C'est que normalement début mars, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, des Français vont être tirés au sort pour débattre sur ce qui est remonté sur chaque région, sur le territoire. Et finalement, ce tirage au sort, c'est aussi une manière d'avoir de la démocratie directe en parallèle d'une démocratie représentative, mais pour échanger. Mais finalement, sur les sujets de la région. Ce sont des garde-fous, ce sont les vôtres qui sont jugés peut-être insuffisants par Priscilla Ludowski et d'autres. Il y a quand même un point, Priscilla Ludowski. C'est vrai que depuis l'instauration de ce grand débat qui vient d'être lancé, on a l'impression qu'habilement, est-ce que c'est une impression, l'exécutif a détourné le face-à-face qui existait entre lui, Emmanuel Macron, et les Gilets jaunes. On parle, à l'heure actuelle, des Français. Est-ce que vous vous sentez, j'allais dire, écarté ou un peu noyé dans ce grand débat, ou est-ce que vous vous dites non, moi je vais y participer, j'apporterai ma pierre à l'édifice, c'est un exercice démocratique? Alors moi je considère que je le fais déjà depuis un certain temps. Les débats, j'en ai déjà mené pas mal, donc le grand débat pour moi il avait déjà commencé un peu avant. Donc par contre je le boycotte pas dans le sens où je vais pas dire à certains de ne pas y aller, je trouve que c'est important de s'exprimer, mais ne pas s'exprimer pour rien.
Voilà, c'est surtout ça. Et surtout, effectivement, lorsque on parle de débat, enfin moi je ne considère pas qu'il faille un débat pour savoir ce qui ne va pas dans son pays. Je pense que le gouvernement est bien placé pour savoir tous les jours, il travaille avec les députés, les élus, ils savent ce qui ne va pas, ils connaissent ces sujets de crise. Est-ce qu'il y a besoin d'un débat pour savoir ce qu'il y a à faire pour améliorer les choses? C'est une vraie question parce que Jean Lassalle disait tout à l'heure, attention, il y a eu des années de mépris, on va dire, de manière générale, et je globalise un peu, vis-à-vis des citoyens. On n'a pas tenu compte de leur avis, notamment pour l'Europe. Est-ce qu'il faut de nouveau les écouter ou est-ce qu'il faut surtout agir parce qu'on sait déjà ce qui ne va pas, comme dit Priscilla Ludowski? Ah, mais de toute façon, à mon avis, nous n'allons pas avoir le choix. Parce que j'ai dit dès les premiers jours, je ne veux pas jouer les voyards, mais je l'avais tellement senti venir. Je ne savais pas que ce serait des gilets jaunes, je ne savais pas comment ça se fait. Mais ils ont un génie qui ne peut être que de caractère révolutionnaire. C'est un bon sens, on va dire. Oui, c'est le bon sens. Le bon et sens. ils ne peuvent plus supporter. Et quand je pense à ce qui se passe à l'heure actuelle, je me bats pour une perception à Bedouze, dans les Pyrénées-Atlantiques, une vallée. Le ministre, M. Dussopt, m'a dit oui, la directrice départementale ne veut pas, eh bien ça ne se fait pas. Ça fait des jours que ça dure, alors qu'on devrait être dans un moment où on pourrait comprendre quand même que ces territoires qui ont tout perdu, qui ont perdu le médecin, qui ont perdu la maternité, qui ont perdu monsieur le curé, bon ça on n'y est pas pour grand-chose, qui ont perdu tout le monde, on pourrait au moins laisser ça. Et le collège? Eh bien non. Alors, je pense que par rapport aux Gilets jaunes, c'est une intelligence. C'est le génie du peuple français. On ne peut pas le tordre. On a beau essayer de le tordre, de lui dire... Est-ce que, pardonnez-moi, vous le magnifiez pas un peu? Est-ce que vous ne le voyez pas de manière un petit peu... Vous savez, on a tellement caricaturé que de le magnifier un peu, ça ne lui fait pas de mal. C'est sûr. Pas faux. Oui, François de Closet, je vous vois tout expliqué. Le problème, c'est que ce débat est parti dans deux voies. Une voie institutionnelle et d'abord une voie économique. À propos du pouvoir d'achat. Alors là, vraiment, c'est une régression intellectuelle insensée. C'est-à-dire qu'on a parlé du pouvoir d'achat en termes politiques. C'est au gouvernement de donner du pouvoir d'achat, de distribuer du pouvoir d'achat. Et de fait, d'ailleurs, il y a eu des violences qui ont fait que le gouvernement a distribué 10 à 15 milliards qu'il n'a pas. Et au fond, dans la même logique, puisque ça a marché, on peut recommencer, puis il va donner encore 20 milliards, puis il va donner encore 12 milliards. C'est absurde. Le pouvoir d'achat, c'est une notion économique. Le pouvoir d'achat, ça se produit. On ne distribue pas, on peut le répartir différemment. Ça, c'est vrai, on en reparlera. La répartition est politique. Mais la production à la base de tout, elle est économique. Or, à l'heure actuelle, toutes les... Écoutez, j'écoutais la salle qui nous disait, vous vous rendez compte, dans cette région, les services publics, c'est plus ça, etc. Et on sait très bien que les Français vont demander et notre gare, et notre ligne, et notre maternité, et nos services publics, etc. Et qu'ils vont avoir toutes sortes de demandes, et si on les additionne, c'est 100 milliards en plus qu'il faut dépenser. Or, le problème de la France aujourd'hui, c'est que chaque année, on rajoute 100 milliards d'euros de pouvoir d'achat que la France ne produit pas. C'est-à-dire que notre problème n'est pas de dépenser 100 milliards de plus, il est d'économiser 100 milliards. Nous sommes en train de foutre en l'air ce pays depuis 50 ans, tous les ans, on fait ça. Alors là, quand on va voir s'accumuler toutes ces revendications, toutes vraies, toutes légitimes des Français, qui au total font 100 milliards de plus quand il faudrait faire 100 milliards de moins, je ne vois pas comment on en sortira. Donc sur le plan économique, c'est très mal parti. Et sur le plan institutionnel, excusez-moi... On pourrait déjà, sur le plan économique, taxer les GAFA, par exemple. Non, mais attendez... Non, mais pour récupérer là où il faut et redistribuer, on pourrait faire certaines choses déjà. Je pense qu'on peut faire certaines choses. Tout à l'heure, notre ami s'excitait, comme à chaque fois, sur l'impôt sur l'ISF. Oui. L'ISF est un impôt imbécile qu'il ne fallait pas créer, qu'il ne fallait pas supprimer. Bon, mais quand vous l'aurez rétabli, ça vous fera 3-4 milliards. Actuellement, l'ensemble des revendications qui remontent du peuple que l'on demande, c'est des dizaines de milliards. Alors, qui sont d'ores et déjà disponibles et qui dorment dans les caisses de Google, par exemple. Ah non, mais si vous réussissez à faire cracher
leur argent aux multinationales et notamment aux GAFAM, c'est formidable. C'est au gouvernement de s'en occuper, c'est même son travail. Le gouvernement essaye, mais il faut savoir qu'à l'échelle mondiale aujourd'hui, les pays, les États ont perdu la partie, et c'est un problème dramatique pour l'humanité, ils ont perdu la partie par rapport aux grandes multinationales. Et donc, c'est pas la peine de faire les malins, c'est exactement comme on dit. Mais il y a 60 milliards de fraude fiscale. Donc, je reprends 60 milliards. Tiens donc, allez la chercher, la fraude fiscale. Il faut... Ce qui va permettre d'aller plus loin sur la fraude fiscale. Il faut aller plus loin, il faut progresser. Vous avez raison. Mais on ne peut pas dire qu'on va récupérer les 200 milliards d'Apple qui dorment aux Bahamas ou je ne sais où. C'est un sujet qu'il faut attaquer. Non, mais il faut l'attaquer, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Quand l'ours s'appelle GAFAM, il ne faut pas tout de suite vendre la peau de l'ours. Il faut l'attaquer, je suis d'accord. Mais on ne peut pas faire des dépenses qui sont payées soi-disant par les résultats qu'on va avoir. Non, ça n'est pas vrai. Ah oui, et deuxièmement, sur les institutions... Attendez, on va réagir sur une proposition. François Closet, votre premier point, Barbara Lefebvre veut réagir, et Priscilla Ludowski. C'est toujours un petit peu un discours un petit peu fataliste, on ne peut rien faire contre les GAFA, etc. etc. Ah, j'ai pas dit, il faut faire. J'entends bien, mais on part toujours du principe que ça va être compliqué de s'opposer à cette grande civilisation des machines qui nous arrive. Mais il y a un angle mort dans cette lettre. Moi, quand j'ai lu la lettre que M. Macron nous a adressée, il y a un sujet qu'on n'évoque pas du tout dans ce débat national et qui pourtant est un sujet fondamental, me semble-t-il. C'est, et je suis très heureuse que M. Lassalle soit là justement ce soir, c'est la mort de la civilisation paysanne. C'est-à-dire que il y a, à partir des années 50, on a abandonné... Ah oui. Oui, parce qu'on a abandonné justement nos paysans en leur demandant de se transformer en agriculteurs parce que justement l'agriculture moderne, productiviste, allait leur permettre de vivre mieux, de travailler dans de meilleures conditions. Tous les 2 jours, il y a un agriculteur qui se suicide en France. Et ce sujet-là, on n'en parle absolument pas dans ce grand débat national, alors que c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur d'un point de vue. C'est un sujet majeur d'un point. Non, parce que la question des agriculteurs en France et la question de la vision que l'on a de notre agriculture, alors que justement on est un pays qui est une grande puissance agricole, c'est une façon aussi de regarder notre avenir. C'est la façon dont on traite notre société. Excusez-moi, si vous permettez de pouvoir m'exprimer un petit peu. C'est aussi la façon dont on a une réflexion écologique. Or, justement, cette question-là, le grand débat a été aussi lancé sur des questions environnementales. Tout à fait. Et cette agriculture productiviste, je vois qu'elle n'est absolument pas remise en question par le gouvernement, par M. Macron. Et dans le cadre de ce débat national, ce sujet est complètement... Bon, mais il est ouvert. Il est ouvert. C'est ouvert. Si les citoyens en parlent, peut-être qu'il sera ouvert. Vous remarquerez que lors des 2 sessions de présentation électorale que M. Macron nous a fait à 2 reprises devant les maires, il n'y a jamais eu de questions qui puissent remettre véritablement sur la table cette question de notre agriculture productive. Les questions. Oui, non, les questions étaient légèrement orientées vu que M. Macron était informé de chacune des questions qui avaient précédemment... Vous pouvez prouver ce que vous venez de dire. Tout le monde le sait que les préfets ont recueilli... Prouver, tout le monde le sait. Ça a été écrit dans la presse, monsieur. Vous avez pas lu les comptes rendus de la façon dont les questions étaient envoyées d'abord au préfet et que le président et ses équipes de communicants étaient informés de la plupart des sujets qui allaient être abordés. Les sujets n'étaient pas... Le président de la République n'était pas au courant des sujets qui allaient être abordés. Pas des questions qui seraient posées. Ah oui, non, mais il était au courant. Quand on lui a posé la question sur l'ours, il savait qu'on allait lui poser une question sur l'ours. Et il y avait plein d'autres questions. Honnêtement, on peut faire plein de procès et attaquer Emmanuel Macron sur des tas de choses. Parfois, il connaît ses dossiers. Ah non, mais... Qui connaît ces dossiers non, mais comme il nous l'a expliqué, il a fait toutes les grandes écoles nécessaires pour bien connaître ses dossiers. Aujourd'hui, c'est la question n'est pas l'avance. Vous avez traité au début d'un sujet qui est hyper important, c'est la question agricole et la question des paysans. Non, des agriculteurs, parce que les paysans justement n'existent plus en France. De quelle agriculture on veut et quelle agriculture on veut demain. Mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de sujet qui ne peut pas être traité. C'est écrit nulle part, c'est interdit. Je vous ai jamais dit que c'était interdit. Je vous ai simplement dit que c'était pas dans la lettre de cadrage. Allez, Arnaud Benedetti. Juste un point, moi, je voudrais réagir sur la question économique, parce qu'en fait, cette crise, qu'est-ce qu'elle illustre? Les Gilets jaunes, ils demandent finalement que les politiques reprennent le pouvoir. C'est ce qui, je crois, caractérise aussi d'une certaine manière. Ils demandent, non, mais ils demandent aux politiques, finalement, de ne pas limiter la chose politique à une question
technique. Finalement, quand on regarde Emmanuel Macron, il est très saint-simonien de ce point de vue-là. Hein. Il privilégie l'administration des choses au gouvernement des hommes. Et Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, finalement, avec une promesse qui avait été entendue par une partie de l'opinion, c'est que lui, il allait être volontariste, qu'il allait maîtriser, finalement, la chose publique et la chose politique. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le sentiment diffus qui se propage dans l'opinion, c'est que finalement, comme ses prédécesseurs, il se soumet à des réalités qui sont des réalités économiques, dont François de Closet a parfaitement décrit le mécanisme, mais qu'il n'est pas en mesure de dépasser ces contraintes économiques qui s'imposent. Et aujourd'hui, en fait, la demande des Gilets jaunes, c'est fondamentalement une demande de remaîtrise du politique. Est-ce que c'est le cas? Et je crois que c'est quelque chose qui touche au fond de la crise. Surtout de prendre ses responsabilités face à des sujets de crise et de ne pas prétexter l'organisation d'un débat pour remettre à plus tard ce qui peut être traité aujourd'hui. Oui, mais parce que l'aurait pu être beaucoup plus court, désolé, mais c'est juste en fait, je veux dire, le débat il est ouvert, il ne dure pas non plus un an, c'est d'ici le 15 mars, c'est court. Et puis pardonnez-moi, Priscilla Ludowski, les Gilets jaunes ne représentent pas tous les Français aussi. Pour des solutions, mais on a commencé, la réponse de crise, elle est arrivée, c'est la proposition de loi qu'on a votée juste avant décembre. A été donné sans et il a été, débat. Exactement. Le pouvoir d'achat, il on a l'a été voté donné sans débat. On l'a voté juste avant la fin de l'année. Non, mais vous n'avez pas l'impression que quand on lâche 10 ou 12 milliards, il y a un peu plus que des cacahuètes qui sont données? Oui, il y a peut-être... Non, parce qu'il y a des gens... Je dis ça parce qu'il y a des gilets jaunes qui ont dit c'est des cacahuètes. Or, les cacahuètes à 12 milliards, c'est bien. Peut-être que ce sont des noix de cajou. Voilà. Oui, d'accord. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des mesures qui répondent ça répond qu'à une partie de la population. Qui répondent, c'est 50 milliards ou 100 milliards. Mais peu importe, il y a des milliards dans les caisses des grandes sociétés qu'il faut aller chercher au lieu d'aller ponctionner systématiquement les citoyens. Pardonnez-moi de vous le Donc dire, il faut d'abord faire les choses dans l'ordre. Attendez. Ce qui n'a aucun sens, c'est de continuer à ponctionner des personnes qui payent déjà énormément et de refuser d'aller taxer ceux qui ne payent jamais. C'est ça qui n'est pas normal. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. Je n'ai pas vu, venant des Gilets jaunes, le truc qui permettrait de faire cracher, parce qu'on est d'accord, les GAFAM. Il n'y a aucune proposition, c'est du faucon et il n'y a qu'à. C'est pour ça que je parle de prise de responsabilité sur des choses qui n'ont pas été traitées. C'est aux politiques de le faire, François de Closet, c'est pas aux Gilets jaunes. Aucun pays. C'est aux politiques de le faire. Il y a un pouvoir politique. Il n'y a personne qui entend, il n'y a personne qui écoute. Mais nous sommes en train de le faire. Il y a une avancée européenne sur les GAFA. Il y a une loi qui a le maire a du mal. Monsieur le maire a beaucoup de mal à faire. C'est une avancée. Mais attendez pas tous en même temps. Alors, à combien sont taxés les TPE et les PME? Aujourd'hui, il y a une baisse globale. Je pose la question des TPE et des PME. À combien elles sont taxées aujourd'hui? C'est variable. Donc, en fonction de la tranche, c'est 28% ou 33%. Voilà, c'est en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du statut. La taxe proposée par l'Europe est de combien? 3%. Pour le moment, 3% face à 33%. Vous vous rendez compte de la différence? Mais bien sûr, mais c'est une première. Et ce qu'il faut, c'est aussi qu'on avance avec nos pays européens. Et c'est envisagé seulement. L'Allemagne ne veut pas qu'on taxe les GAFAM parce qu'elle pense que l'Amérique va taxer les grandes voitures. Attendez, il y a un vrai problème là. François de Closet, regardez-moi. Ce que vous dites quelque part, c'est vrai, il ne faut pas nier que c'est compliqué, mais il y a une forme de fatalisme. C'est-à-dire comme si les États avaient déjà perdu la bataille face aux multinationales, puisque c'est comme ça. Ils sont forts pour nous, on plie et on part. Les États ont en partie gagné la bataille. C'est une bataille féroce qui s'est déroulée pendant 10 ans, notamment pour les paradis fiscaux. Bien des choses ont reculé dans les paradis fiscaux, notamment avec les échanges bancaires, etc. Il y a une bataille et ce qu'il faudrait, c'est arriver à ce que les Américains coupent ces grands monopoles, Apple, Facebook, etc. Mais malheureusement, ce sont les Américains. Si vous avez la recette pour obtenir qu'ils le fassent, mais dites-le, je vous en prie. D'accord, il y a des personnes qui sont payées pour ça. Oui, mais vous avez pris la responsabilité. Non, j'ai pris la responsabilité de dénoncer des choses face à des personnes qui sont payées pour faire les choses comme il faut. Mais si la France n'est pas capable de dire à l'Europe, nous, on est un pays, on est dans la merde. Alors qu'est-ce que vous faites?
Ben, on dénonce les choses, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On les dénonce pour que certains prennent leurs responsabilités. Si l'Europe dit « je ne veux pas », qu'est-ce que vous faites? On n'est pas là pour avoir un président qui baisse son froc quand on lui demande de ne pas taxer les GAFA. Le problème essentiel que François de Closet a parlé de du yaka. Non mais François de Closet a parlé de l'Allemagne et je crois que c'est absolument capital si on veut comprendre le logiciel d'Emmanuel Macron. La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron s'est fait élire avec un logiciel qui est le suivant. Il a dit à ses partenaires européens, je vais transformer la société française sur le plan économique et sur le plan social, mais en retour, il a dit aux Français, je vais faire bouger l'Allemagne sur la question européenne. La difficulté, c'est que ça fait 18 mois que Emmanuel Macron est au pouvoir et que pour des raisons certainement intérieures à la politique allemande, il n'a pas pu faire bouger l'Allemagne. Et donc, dès le début, il ne fera pas bouger l'Allemagne sur l'Europe. Donc aujourd'hui, la clé de voûte de son logiciel politique, qu'on le veuille ou non, est grippée. Donc la difficulté pour lui, en effet, c'est de pouvoir décliner une politique que les Français, aujourd'hui, majoritairement en tout cas, dans l'opinion, ne semblent pas comprendre. J'ai l'impression qu'il y a un point commun avec tout ce qui est dit, malgré les oppositions et les contradictions. Jean Lassalle, c'est notre destin, ou la souveraineté, qu'on aurait perdu, en fait, sur le plan économique, politique, et ce n'est pas lié à cet exécutif, c'est depuis de nombreuses années, peut-être aggravé, je ne sais pas, depuis quelques mois, mais c'est cette perte, vous voyez, on ne tient plus les choses. Vous avez dit sur nos territoires, sur cette France périphérique, sur les paysans, c'est cette impression que tout part et qu'on n'a plus nos destinées en main. Absolument. Je pense que c'est un des éléments fondamentaux. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Gilets jaunes se sont si rapidement enracinés. Parce que n'oublions pas que pendant 5 ou 6 semaines, 80% des Français soutenaient. Et que malgré tout ce qui s'est passé, je crois qu'ils sont encore à 50%. Alors, moi je pense que on a, et peut-être Monsieur le Président de la République a omis une approche, c'est celle du retour à l'homme. L'homme qui retrouve l'homme, pas l'homme qui retrouve Wall Street ou je ne sais quoi, l'homme qui retrouve l'homme. Et à ce moment-là, malgré toute l'admiration que je porte pour François, je peux lui dire que si il était dans un village des Pyrénées, qui n'a jamais manqué de rendez-vous avec la France et la civilisation, parce que c'est aussi une perte d'identité pour la France. Mais on a le sentiment que c'est la civilisation tout entière qui recule et que nous replongeons dans l'animalité où ce n'est pas liberté, égalité, fraternité, c'est je te mange parce que je suis plus fort que toi. Et c'est ça, à mon avis, qui est absolument insupportable. Donc un retour à l'homme et puis par rapport à ça, nous avons perdu d'innombrables batailles. D'abord, François disait on en a gagné, mais enfin quand je vois quand même l'ancien président de la communauté européenne, des pays, qui est devenu maintenant, après le Portugais là, qui est devenu conseiller de la banque, qui est justement là pour faire disparaître les États. Quant à monsieur le président actuel, c'est lui qui a blanchi à la tête de l'immense Luxembourg le plus d'argent sale et dégueulasse. S'il est blanchi personnellement, je vous laisse responsable de vos propos que vous prononcez. Non, mais qu'on vienne comme avait dit le président, qu'on vienne me chercher là-dessus. Voilà, on va voir. Donc, moi, je dirais, comment un pays qui a perdu 500 000 entreprises en 10 ans, quand j'ai fait la grève de la faim, que j'ai failli mourir, c'est parce que la mienne, on me l'a enlevée. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est levé? On en a perdu 500 000. Comment? Qui s'est levé? Moi. Moi, j'ai fait une grève de la faim. J'ai fini avec tant de kilos de moins. Mais je ne regrette pas, j'étais prêt à mourir. Lorsqu'on a perdu tous les pouvoirs publics, qui est-ce qui s'est levé pour le dire? Et ça m'a coûté très cher, c'était face à Sarkozy, qui n'avait pourtant pas fait le plus. Moi, je l'ai fait aussi. Quand j'ai senti que le lien humain était gravement atteint après la crise économique et sociale, j'ai fait un tour de France à 6000 km à pied pendant 9 mois sans rentrer à la maison. Et qu'est-ce que j'ai eu après avoir vu le président de la République, le Premier ministre, tous les présidents institutionnels, tous les plus grands journalistes? Rien du tout. Et par 3 fois, j'ai fait venir les médias du monde entier en France. 2 jours après, il n'y avait plus rien. Comme s'il fallait tout oublier. Non, c'est une crise humaine qui est très importante. L'homme est pris pour 3 fois rien. Et on veut nommer la civilisation, le sens. Des Gilets on l'oublie jaunes, parce qu'on parle chiffres. D'accepter. Pour l'instant, ils n'en sont pas là, aucun chef. Et ils continuent, mais par contre, ils ont des hommes et des femmes qui ont du génie et qui savent toujours faire rebondir pour qu'on aille un peu plus loin dans l'interrogation. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est très bien. Les problèmes qui sont posés par les Gilets jaunes, Dieu sait, ce sont des vrais problèmes. Et
ce sont les problèmes, simplement, il ne faut pas croire que ce sont simplement des problèmes français. Il y a la mondialisation, ce capitalisme abominable qui nous est arrivé depuis 40 ans. Maintenant, on voit, même Macron, là, dans sa lettre, laisser entendre, même M. Maire le dit, c'est un capitalisme qui fait exploser les sociétés à cause d'inégalités qui ne sont pas dans le corps de la société, qui sont tout en haut. Et tout l'argent remonte là-haut. C'est un beau jeu de découvrir aujourd'hui. C'est dans toutes les sociétés. Mais peut-être que c'est peut-être le moment de remettre tout ça en question. Oui, il ne faut pas dire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des gilets jaunes un peu partout, d'ailleurs. Et deuxièmement... Attendez, vous entendez ce qu'elle vous dit, Françoise Closet? Mais elle a mille fois raison de dire qu'il faut remettre en question, je l'ai écrit, etc. Simplement, il faut être conscient que on ne peut pas procéder par du yaka. Pourquoi ? Parce qu'on est maintenant à frontières ouvertes, qu'il faudra récupérer de l'autonomie, etc. Et que nous avons ce problème général que notre société, sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan écologique, va à la catastrophe. Quand on a fait ce constat-là, vous proposez quoi ? Je pense qu'effectivement, il faut d'abord avoir le courage de demander des efforts et personnellement, je pense qu'effectivement, ceux qui gagnent le plus doivent faire des efforts, mais il faut surtout ne pas mentir aux Français. Il faut leur dire que dans notre société, on doit d'abord faire l'effort de rétablir nos finances, qu'on ne peut pas continuer comme on le fait. C'est ça le plus important. François Closet, je peux vous rappeler, à la base des Gilets jaunes, ce sont des Français qui travaillent. Ce sont les Français de l'effort, j'allais dire. Franchement, la majorité, on les a tous vus sur les ronds-points à côté de chez nous. Ce sont des gens qui savent ce que c'est le sens de l'effort. Et je ne parle pas de l'idée ne vient pas de dire que ces gens sont des feignants. Le problème... Mais à un moment, ils se disent, et nous, et nous, et nous. On parlait de mensonges. Quand on s'était vu la fois passée et qu'on parlait de la taxe sur le carburant, par exemple, moi, j'ai pas mal fait de débats où les députés défilaient les uns après les autres pour dire que ça finançait la transition écologique, chose que je conteste depuis le début et qu'on apprend à fin d'année que finalement c'était pour combler le vide du CICE, avantage fiscal encore accordé aux grandes entreprises. Et quand on constate que sur plusieurs mesures comme ça, on nous ment systématiquement, c'est pour ça que je dis il faut mettre les responsables face à leurs responsabilités et d'aller chercher les sous là où il faut aller les chercher. Attendez, François Closet, on sort juste de votre duel. Mais vous ne trouverez jamais les 100 milliards pour satisfaire toutes ces aspirations. L'argent, parfois, on le trouve quand il faut. Allez-y. Pour compléter et pour rejoindre ce que disait Jean Lassalle tout à l'heure, je pense qu'effectivement, et ça explique peut-être la difficulté qu'ont les politiques, et pas seulement M. Macron, bien entendu, depuis très longtemps, à sentir les attentes de la population, surtout leur ressenti par rapport à toutes ces mutations, ces bouleversements économiques, humains qu'ils subissent depuis plus de 50 ans et contre lesquels ils n'arrivent pas véritablement à se mobiliser parce que nous sommes dans une société postmoderne dans laquelle finalement il n'y a que deux catégories de corps en quelque sorte avec lesquels le politique joue. C'est l'individu ou les masses. C'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y a rien. Entre l'individu et les masses, il n'y a rien. Or, qu'est-ce qu'il y avait normalement entre l'individu et les masses ? Il y avait ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire la nation citoyenne. Et celle-là, c'est celle-là qui a disparu. Alors, vouloir la faire renaître avec un grand débat national, c'est très bien. C'est un défi, il faut dire, pour la faire renaître. Les Gilets jaunes ont été une partie seulement, une partie de ce peuple-là qui a disparu. Une partie. Mais c'est la société postmoderne, hyper-capitaliste, que M. Macron, effectivement, a l'air de maintenant... C'est le marché qui a pris le pas sur la société. Oui, mais quand le marché prenait le pas sur la société et que des gens le disaient il y a 50 ans, on leur disait ou vous êtes des communistes, ou vous êtes des nostalgiques du pétainisme ou du je ne sais quoi. Enfin bref, on avançait toutes sortes d'argusties complètement étranges, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu effectivement un rouleau compresseur qui a tué les sociétés dans leur fondement et qu'entre l'individu et la masse, il y a quelque chose et c'est la souveraineté de la nation, c'est le peuple citoyen. C'est ce peuple-là qui doit se réveiller véritablement. Vous avez raison que quand on le disait il y a 3 mois à peine, bien sûr, avant qu'il ne démarre. Exactement. Mais si vous disiez ce que nous venons de dire, mais vous étiez hors jeu. Nous n'avions plus le droit que de parler de 20%
de ce dont on aurait dû parler. Tout le reste, vous mettez hors jeu immédiatement. Sauf que ce qu'on vient de dire est essentiel et on a déjà des réponses. Et en fait, il faut juste les amplifier. Quand on parle de cette défi de civilisation. Si vous avez des réponses, c'est que vous êtes hyper fort. Pas du tout, il y a des pistes. Moi, je viens de l'économie sociale et solidaire. Et bien, dans l'économie sociale et solidaire, il y a cet esprit d'humain au centre des décisions, dans la répartition de la richesse. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moins de 15% du PIB français. Et aujourd'hui, l'enjeu de notre civilisation, c'est de faire monter des entreprises avec des capitaux qui appartiennent aussi aux salariés. Et la transformation, elle est là. La transformation, elle est dans quelle nation on veut. Et si on veut une nation, alors qu'on recrée... définissez là. Donc favorisons déjà moins donc les grands actionnaires, les grandes entreprises du CAC 40 et essayons de faire revivre ce tissu de PME, de TPE. Je suis extra favorable à la SCOP, à la mutuelle, qui permet d'avoir le gouvernement. Vous avez beaucoup de réactions le gouvernement change sur les réseaux sociaux. Celle-ci, je vous en cite quelques-uns au gré de notre débat. C'est Bénédicte Fontenay qui vous dit « Très belle vision, Monsieur Lassalle, mais un brin naïve ». Est-ce que vous n'êtes pas un grand naïf, au fond? Il nous en faut, hein. Je vais dire à madame que, pour moi, la politique, ça a toujours été un idéal, un rêve. On n'est pas obligé de porter des sacs pleins de chiffres qui ne sont jamais les mêmes. Je crois qu'il faut toucher au cœur, il faut bouleverser nos compatriotes. Il faut leur dire, oui, nous allons refaire société ensemble. Et c'est par cette puissance que nous allons gagner les batailles perdues sur lesquelles nous avons menti face à ceux qui aujourd'hui nous asservissent. Alors, à ce moment-là, j'accepte de passer pour un naïf. Mais attention, je pense qu'il est des hommes et des femmes qui ont marqué profondément l'humanité parce que justement, il ne se mettait pas trop en avant. Je vais vous dire, c'est peut-être naïf, mais ça fait du bien. Parce que ça fait longtemps dans ce débat qu'on n'a pas parlé de ça. Et moi, je trouve que ça fait du bien. Mais ça vous fait du bien, François de Closé? Non, mais à l'heure actuelle, ça se voit. Nous allons, sur tous les plans, vers une société où l'homme interagira avec des robots, des artefacts et subventionnera des chômeurs. On est dans dans une direction complètement folle. Jacques Ellul, dans les années 60 ou 70, l'expliquait, la société technicienne, que c'était une évolution qui était non métier. Je vais vous laisser la parole. Bernard l'a écrit dans La France contre les robots également. On est obligé de marquer une petite pause et je vous redonne tout de suite la parole, promis, Arnaud Benedetti. Et puis il y a une question. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire du bon travail, grâce à vous. Non, mais grâce à vous. Mais on va continuer. Et vous pouvez dire aux téléspectateurs de rester. Oui, restez. Le temps d'aller chercher quelque chose. De toute façon, ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Ça y est, ils sont pris maintenant. Oui. Vous savez pourquoi? C'est important parce qu'on va voir avec Priscilla Ludowski maintenant comment le mouvement des Gilets jaunes va se décliner. Certains appellent à une grève générale. Certains veulent même rejoindre des syndicats comme la CGT. Qu'en pense-t-elle? C'est une figure emblématique. On lui pose la question. Alors surtout, ne partez pas. Non, voilà. Ne partez pas, il l'a dit, restez. Merci d'être avec nous, merci d'être resté avec nous. Le débat se poursuit. Il y a Priscilla Ludowski, je leur remercie d'être là. Et depuis d'ailleurs le début du mouvement, elle nous fait l'amitié et la fidélité de revenir dans les voies de l'info. Il y a François de Closé, journaliste et essayiste. Il y a Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie. Il y a Sarah El-Haïry, qui est députée de la majorité, qui défend avec passion aussi, évidemment, ce en quoi elle croit. Et courage. Et courage. Arnaud Benedetti et vous l'avez compris, Jean Lassalle. Je vous remercie d'être là. Jean Lassalle, parfois, quand j'annonce votre présence, on me dit oui, mais il est naïf, il est un peu moqué. Mais j'ai dit tant mieux. Tant mieux parce qu'il incarne aussi le bon sens qu'on perd notamment sur les plateaux de télévision et qu'on retrouve avec notamment Priscilla Ludowski et vous tous évidemment. Mais tant mieux. Dire, il est lassalisé, verbe du premier groupe. Vous n'allez pas me lassaliser là. Tu te lassalises, non, ça veut dire être mis à l'écart du monde des sachants et des intelligents pour entrer dans celui des couillons définitifs. Mais c'est bien ce monde. Enfin, moi je me passerai quand même, je préférerais être considéré au même niveau d'intelligence que M. Macron, par exemple. Gardez le bon sens. Priscilla Ludowski. Ce titre, une liste aux européennes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une partie des Gilets jaunes, et moi la question n'est pas de vous opposer, mais de comprendre ce qui est en train de se passer et votre regard. Une partie des Gilets jaunes s'engage. Il y a notamment Aïk Chahignan, que nous avons parfois reçu, qui va être directeur de campagne d'une liste où Madame Le Vavasseur va être tête de liste aux européennes. On va regarder un petit peu un encadré sur ce sujet qui met les choses en place et vous réagissez. Les détails sont présentés par Florian Tardif.
L'annonce n'est pas une surprise, mais elle pourrait bien bouleverser l'ordre d'arrivée des partis politiques lors des prochaines élections européennes. Le ralliement d'Initiative citoyenne a annoncé la création ce mercredi soir d'une liste Gilets jaunes. Leur ambition, proposer une alternative aux partis dits traditionnels. Notre idée de base a été de faire en sorte que les citoyens à travers nous rentrent au Parlement européen, c'est-à-dire qu'à travers une plateforme, en temps réel, nous allons présenter en permanence tous les projets, toutes les lois qui se votent au Parlement européen. Tous les citoyens français, quels qu'ils soient, auront un accès sécurisé qui va leur permettre en fait de découvrir les projets de loi et de voter est-ce qu'ils sont pour ou contre telle ou telle loi. Et les députés en fait Gilets jaunes au Parlement européen vont voter ce que les citoyens souhaitent voter. Les partis traditionnels ne sont pas opposés à l'irruption d'une telle liste. C'est jamais une mauvaise nouvelle quand la démocratie fonctionne. Ça ne pose pas de problème qu'il y ait une liste Gilets jaunes. Et pourtant, cette liste pourrait leur nuire. Selon un sondage Elab qui porte sur l'hypothèse d'une liste commune et non sur cette liste précisément, les Gilets jaunes arriveraient à 13% d'intention de vote, devant les Républicains, Europe Écologie Les Verts et les partis de gauche. Reste à connaître la position des autres Gilets jaunes. Rejoindront-ils cette liste ou vont-ils décider de faire cavalier seul? Le débat est lancé. En attendant ce débat précis à Ludowski, qu'en pensez-vous et pourquoi vous n'y êtes pas? Alors parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, je ne compte pas me diriger vers cette direction-là. J'ai été contactée, mais à plusieurs reprises d'ailleurs, c'était assez fatigant pour pouvoir les rejoindre. Pour apparaître sur cette liste européenne, et vous avez dit non, moi je ne veux pas m'engager politiquement. Tout à fait. Donc il y a aujourd'hui, alors c'est pas une scission, mais il y a au sein des Gilets jaunes des ambitions différentes. Certains qui assument une revendication politique, de devenir des responsables politiques, et vous voulez rester finalement, est-ce qu'on peut dire, lanceur d'alerte citoyen sur certains sujets. C'est ça? Gilets jaunes. Tout à fait. Alors après, c'est une stratégie qu'ils se sont mis en place certainement parce qu'ils pensent que ça peut changer les choses. Pourquoi pas? Mais moi, voilà, c'est pas une stratégie. Et vous n'avez pas l'air d'y croire, honnêtement. Non, je n'y crois pas du tout, non. Parce que ce qui peut frapper, c'est que on a reçu ces Gilets jaunes qui nous disent mais nous, on a une défiance envers le politique et la politique. Alors, quelle est cette démarche, justement, de finalement rentrer dans la politique, peut-être de changer les choses de l'intérieur? Vous y croyez pas? Vous préférez cette distance? Après, je peux comprendre qu'on a envie de réinventer la politique, puisqu'on ne fait pas confiance aux élus ou à la politique telle qu'elle existe aujourd'hui. Et je peux comprendre qu'on ait cette ambition de vouloir éventuellement créer quelque chose de nouveau. Là, en l'occurrence, la stratégie qui a été mise en place, j'y crois pas. Ou en tout cas, pas de cette manière-là. Mais bon, je ne compte pas y participer et ça ne m'intéresse pas. Vous ne croyez pas donc en la politique portée par les Gilets jaunes, même si leurs revendications et leurs volontés, elles sont sincères? Visiblement, elles le sont. Mais pourquoi par exemple, je suis contactée pour figurer sur cette liste? Parce que vous êtes une des figures médiatiques, je suppose. Mais si je prône pas du tout ce type d'initiative, je ne vois pas pourquoi moi je suis approchée pour ça. Donc je me méfie des intentions aussi des uns et des autres. Porter un gilet jaune, c'est une chose. Vous êtes tellement méfié que vous avez marqué une césure avec l'une des figures, je vais dire contestées parce que c'est le cas, Éric Drouet, avec ses propos. Éric Drouet qui, hier encore ou avant-hier, avait écrit une lettre à Emmanuel Macron où il y avait quand même assez clairement des menaces. Et vous avez dit ceci à propos de lui, on va le voir d'ailleurs, je suis enfin libre de pouvoir dire que je ne travaille plus avec Éric Drouet depuis des semaines en raison de son comportement et je compte, quand tout sera terminé, expliquer ce qu'il a pu faire pour nuire au mouvement. Pourquoi vous ne pouvez pas en dire plus maintenant? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est l'une des figures. S'il a nuit au mouvement, c'est assez frappant. Ce sont des incompatibilités, on va dire, de collaboration. C'est-à-dire que quand on travaille... Là, c'est un peu de la langue de bois des politiques. Ah bon? Ouais, attention, c'est-à-dire que quand on travaille, c'est contagieux. C'est un petit peu comme quand on travaille, on se rend sur son lieu de travail et qu'on est tous censés travailler pour la même cause et défendre le même sujet. On n'est pas forcément d'accord tous les jours sur la manière de faire. Ou, voilà, vous dites, alors moi, j'aime pas le mot radicalisation, mais vous trouvez que son comportement est allé au-delà? Non, c'est pas de la radicalisation, non, c'est plutôt des incompatibilités entre deux personnes ou sur la manière de faire, mais c'est pas de la radicalisation où j'ai pu entendre de l'extrémisme, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Pourtant, ils portent pas la même parole, les mêmes mots et les mêmes actes que vous. Si. Ah bon? Enfin, il défend les mêmes choses. Quand il a dit qu'il pouvait marcher ou rentrer à l'Élysée, vous étiez d'accord? Non, je suis pas. Alors, ah oui, honnêtement, il faudrait quand même être. C'est un grand garçon, il assume ses propos. Il faudrait quand même être naïf pour aller devant les plateaux télé et dire je vais rentrer dans l'Élysée si jamais on comptait vraiment le faire. Ah, c'est un grand naïf alors. Non, mais voilà, du coup, vous voyez ce que je veux dire. On va pas sur un plateau télé pour annoncer un éventuel crime. Donc c'est que voilà, pour moi, c'est une maladresse. Qu'est-ce que vous pensez, Arnaud Benetti, de la position? Alors, Priscilla Ludowski, c'est l'une des figures de ce mouvement. Voilà, déjà, on sent que ça y est, chacun va prendre une direction. Elle est cohérente avec la jeunesse
du mouvement, parce que la force de ce mouvement, finalement, c'est d'avoir été en dehors de la politique, tout en bousculant les politiques. Et la force de ce mouvement, d'ailleurs, ça a été aussi son apparente inorganisation. C'est ce qui a déstabilisé les pouvoirs publics et ce qui a déstabilisé le pouvoir. Donc, est-ce qu'en se banalisant dans une offre politique classique, dans une offre politique électorale, est-ce que ce mouvement ne va pas perdre non seulement son âme, mais perdre ce qui fait son originalité et sa dynamique opérationnelle? C'est une vraie question. Je voudrais revenir quand même sur le sondage. Il faut faire très attention à ce type de sondage, parce que très souvent, sur des sondages concernant des élections européennes, on a eu des listes... Gilets jaunes est à 13%, hein. Ce qui est très important, en effet, si ça se confirme dans les urnes dans 3 mois. Mais il faut faire très attention à ce type de sondage, parce qu'on a eu très souvent des sondages à la veille des élections européennes, 3 mois avant les élections européennes, avec des listes un peu comme ça, indépendantes, qui faisaient des scores assez importants dans les sondages et qui se sont ensuite, quelque part, essoufflés. Mais en tout cas, si ce score et si cette opération liste jaune aux européennes se confirmait, elle ferait indéniablement l'affaire du président de la République. Parce que, en effet, il s'agit, encore une fois, de morceler encore plus le paysage politique français, qui est déjà fortement morcelé. Et le pari d'Emmanuel Macron, qui est à mon avis un pari très dangereux à terme, c'est de considérer que l'on peut être minoritaire et gouverner le pays. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron, il est minoritaire sociologiquement. C'est arrivé au dernier, quasiment aux 2 derniers présidents. Si vous voulez, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il incarne sociologiquement? Il incarne la sociologie qui s'est le mieux organisée politiquement pour prendre le pouvoir. Face à une France qui est extrêmement éclatée, qui, certes, si l'on fait l'addition de toutes ces Frances, est majoritairement hostile à Emmanuel Macron, mais qui, malheureusement, n'est pas d'accord sur les buts à poursuivre une fois qu'on a finalement renversé Emmanuel Macron, pour aller vite. C'est bien le problème. Et donc Emmanuel Macron, il fait ce calcul qui est un calcul d'opportunité, c'est que de toute façon, il a un socle électoral entre 20 et 23% qui lui permet, dans l'état actuel du paysage politique français, de tenir les rênes. Et la liste Gilets jaunes, elle vient quelque part, en tout cas facialement, conforter cette stratégie. Et puis, ce qui est quand même étonnant, c'est que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui concerne d'abord des sujets éminemment nationaux. Et c'est un peu étonnant de se précipiter sur un scrutin comme le scrutin des européennes, bien que, effectivement, à l'échelle européenne, des choses majeures se décident. Ah oui. Et bien souvent, en dépit de tout à fait, et souvent d'ailleurs en dépit de notre souveraineté nationale. Donc effectivement, c'est une élection importante, mais il aurait fallu effectivement se structurer d'une façon politique au sens noble du terme, un petit peu plus national, et prendre son temps. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Mais oui, justement, c'est une question de moyens aussi, parce que la question des moyens financiers pour mener cette campagne, c'est intéressant, et il faut là qu'ils soient... Là, vous posez la question de qui finance ça. J'espère qu'eux, surtout, ne vont pas être trop naïfs et ne vont pas se faire balader par des gens mal intentionnés. Attendez, juste Françoise, je vous laisse la parole. Priscilla Ludowski, vous avez quelques questions quand même par rapport aux listes européennes. Des gens qui vous disent, mais pourquoi vous n'y croyez pas? Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement passager? Est-ce que vous pensez que ça peut faire pchit? Ou est-ce que vous pensez que c'est même contre-productif pour le mouvement des Gilets jaunes? Alors, il y a 2 choses. Je pense que c'est contre-productif à l'heure actuelle. J'exclus pas, comme je disais, le fait qu'on puisse vouloir se servir de tout ce qui a été dit, fait, dénoncé pour ensuite éventuellement aller vers quelque chose qui serait mieux considéré en politique, avec un mouvement peut-être mieux structuré. Et voilà, j'exclus pas ça, parce que je considère qu'il y a un bilan à tirer de tout ça et qu'on peut éventuellement se dire, moi, j'aimerais bien proposer quelque chose de mieux et faire un parti plus tard. C'est-à-dire que vous ne dites pas non tout de suite. Pourquoi pas? Vous ne fermez pas la porte. Ça ne m'intéresse pas personnellement de le faire, mais je comprends qu'on ait peut-être envie d'améliorer les choses et de se dire, moi, si je peux apporter quelque chose, et ben pourquoi pas effectivement le faire et me structurer plus tard. Mais là, c'est trop tôt, c'est mal ficelé. Je trouve que là, c'est contre-productif. Contre-productif, bon, c'est intéressant. Le plus important et le plus essentiel, c'est finalement cette volonté de se soumettre au suffrage universel et finalement de revenir et de reconnaître d'une manière certaine la démocratie représentative. Non, moi je la reconnais pas. Mais si, mais finalement si. Parce que je dis que ça existe et que j'y crois pas, mais que compte tenu des mesures qui sont mises en place, pour moi elles sont pas en adéquation avec ce qui existe. Et du coup, je trouve que le citoyen devrait avoir plus son mot à dire dans la prise de décision. Et c'est là où on peut peut-être inventer quelque chose de complémentaire à la démocratie représentative, qui serait une démocratie directe, nouvelle, mais qui ne serait pas en concurrence avec la démocratie participative. C'est pas faux la question quand même de Sarah El-Haïry. Ils ont eu une démarche qui s'est transformée finalement, la démarche de rue qui est tout à fait noble, et la souffrance s'est transformée maintenant peut-être en projet qu'ils veulent porter. Pour les européennes? Oui. Ouais, c'est prématuré pour moi. C'est prématuré. Bon, mais à l'heure actuelle, il y a en France, dans notre République, des institutions qui permettent de faire émerger, voire au niveau du pouvoir,
des idées nouvelles, et ça consiste à faire un parti, ça consiste à mener des actions électorales et peu à peu arriver et finalement entre nous. Quand on voit ce qui s'est passé pour l'élection d'Emmanuel Macron, on peut dire que quand même ce système fonctionne et n'est pas complètement bloqué. Donc, si jusqu'à présent, vous avez, je dirais, utilisé les droits de la colère, qui sont reconnus, en fait, quand il y a un mouvement social, une explosion sociale. Et donc maintenant, il faudrait qu'elle utilise les droits de la démocratie, c'est ça ? Mais maintenant, vous ne pouvez pas institutionnaliser le droit de la colère et dire nous, on agit uniquement, on est dans l'action et puis c'est tout. Si vous on va descendre, faire une manif, bon, il y aura des casseurs, c'est vrai, on les condamne, mais on sait qu'ils vont venir. Alors faites attention à vous, il y a les casseurs qui arrivent. Elle vous répond. C'est pas possible. C'est tout ce que ça vous évoque. Qu'il y a un mouvement qui dénonce plein de choses qui ne vont pas, qui mettent les gens face à leurs responsabilités, qui se manifestaient autrement qu'en allant dans la rue, parce que comme disait M. Lassalle, ça faisait un moment qu'il a eu, par exemple, différentes actions qui ont été ignorées, et que c'est pour ça qu'on en est aux manifestations. C'est parce que le gouvernement n'est pas accessible et n'est pas à l'écoute. Je vous dis donc, justement faut quand même remettre les choses dans le contexte. Qu'en un premier temps, vous ayez procédé comme ça, c'est le droit de la colère. Je veux faire évoluer le débat. On a compris, c'est son avis. François de Closet, c'est son avis, elle ne le veut pas, vous n'allez pas... C'est vrai qu'il y a quelque chose de paradoxal, parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez d'appétence pour la politique. Quand une liste se crée, on la critique, on va voir. En tous les cas, vous, c'est pas ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, écoutez, moi je pense que c'est ce qui a fait, comment je devrais dire, que les Gilets jaunes ont touché pile au cœur des Français. Parce qu'ils ont, d'un seul coup, alors que personne ne pouvait le dire, démontré qu'il n'y avait plus de démocratie dans ce pays. La démocratie, attendez, vous m'avez demandé. La démocratie, c'est si vous avez 15 ou 20 millions d'euros comme Macron, vous pouvez postuler. Si vous en avez 25 comme Fillon, c'est encore mieux. Si vous en avez 250 000 comme Lassalle, 250 000 euros, c'est pas du tout la même chose. Et pourquoi il faut 1 million d'euros pour faire une liste aux européennes? Alors moi je reviens maintenant aux questions qui étaient posées. Je pense qu'ils ont tout à fait raison, Priscilla, si je peux me permettre. Il faut commencer par une période de résistance. Parce que... Résistance à quoi? Parce que là, vous avez dit on n'est plus en démocratie, vous avez dit résistance. Non, il n'y a pas de démocratie. Ne nous racontons pas d'histoire. L'élection, vous avez vu ce que ça a donné, l'élection de M. Macron à 20 millions d'euros, 18 mois après. Vous êtes parlementaire comme moi. Ah non, mais je ne peux pas, je n'ai coupé personne. Je n'ai coupé personne. Chers amis, je n'ai coupé personne. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Est-ce que quelqu'un qui a passé 9 mois sans être invité dans une seule télé, sans une seule radio, alors que je faisais partie du top 3 des députés les plus connus de la France, peut dire que la démocratie fonctionne en France à merveille? Non. Macron nous a été vendu comme le bonux, et il était beau, il était intelligent. Il a été élu au suffrage universel, qu'on soit d'accord ou pas. Très bien. Mais comme et moi, j'ai été assassiné par l'entable de l'establishment. Et je trouve, pour en finir, que ça, c'est le bon sens. Dans la salle, quelqu'un qui a été assassiné par l'establishment, je trouve que vous vous portez bien sur ce plateau. Oui, et c'est pour ça que ça m'a fait du bien. Ils m'ont raté, mais c'est tant mieux. Mais bravo pour ce qui est fait. Mais comment on trouve 1 million d'euros? Ça, c'est une question qu'on pourrait trouver aujourd'hui. Oui, mais je vous ai jamais coupé, monsieur. Alors, je vous ai jamais coupé, mais là, j'avais une réponse un peu rapide. J'ai fini, madame. Je laisse la parole à l'autre. Il ne coupe pas, mais il laisse pas la parole. Bon, alors, je veux vous dire... Vous l'avez eu, là, depuis tout à l'heure. Franchement, dire que Macron a été utilisé, a été élu parce que on lui a donné des millions, c'est scandaleux et stupide et faux. Partage pas son point de vue. Oui, mais ça a été démontré. Toute son équipe a su parfaiement jouer de cette règle qui était qu'on pouvait avoir 7 500 On va refaire l'élection, chers amis. Ce que prouve justement l'élection de Macron, c'est quelqu'un qui n'a pas des millions peut se faire pragmatique. Priscilla Ludowski, d'où viennent les millions, monsieur? S'il vous plaît, je veux terminer l'émission avec une question et vous laissez la parole. Certains veulent une grève générale pour la prochaine forme de mobilisation des Gilets jaunes. Éric Drouet, dont on a parlé tout à l'heure, veut rejoindre l'appel à mobilisation de la CGT le 5 février. Ce sera d'ailleurs une première
CGT et une partie des Gilets jaunes. Vous êtes sur la même ligne ? Non, en fait, il y a pas mal de... Je trouve que c'est important que les personnes qui travaillent et qui ne peuvent pas aller manifester puissent le faire dans un cadre légal. Maintenant, est-ce que il y a toujours convergence des luttes ? Ah, ça c'est nouveau. Parce que moi, depuis quelque temps, on me disait, oh là là, les syndicats... C'est pas nouveau. Ce qui pose problème et pourquoi les syndicats sont... Pourquoi les syndicats sont... On traite de sujets politiques. Donc, mais bon, sans être un parti. Oui, mais vous aviez dit pas de corps intermédiaire, personne d'autre. Alors moi, je suis jamais allé à la rencontre des syndicats. Et pourquoi je n'y vais pas ? C'est parce que forcément, lorsque les syndicats, on a pu le voir lorsqu'on s'en a manifesté ces derniers temps, c'est que les syndicats, souvent, se mettent en tête avec leur banderole pour défendre des intérêts salariés, ce qui n'est pas du tout le cœur du mouvement. Pour ce débat, merci, des intérêts citoyens. Donc voilà pourquoi ça pose problème. J'espère que la parole a été... Vous êtes optimiste. Parce que ça va bien se passer. Il n'y a pas un désir de guerre civile, il n'y a pas un désir de révolution. Vive les Gilets jaunes et qu'ils continuent comme ils font. Oui, si. Chacun son avis. Parce que c'est les Français. Oui, pas tous les Français, on ne va pas essentialiser non plus. Non, mais enfin... Merci, monsieur le député. Merci, madame. Vous avez animé remarquablement. Merci, monsieur. Vous avez le verbe et la magie de l'équipe. Merci.